Attendant, je vais vous dire quelques mots sur Auré qui organise cette conférence le temps que tout le monde s'installe. Donc, on est ravis parce que chez Auré, nous sommes une association multi-acteurs qui a été créée en 92. On travaille avec 200 membres qui sont ou des collectivités locales, ou des grandes entreprises, ou des associations, des fédérations. Et on travaille aussi sur trois sujets, trois grands sujets, la biodiversité et l'économie dont on ne parlera pas ce matin, pas ici, mais peut-être dans une conférence cet après-midi. Le reporting RSE, pareil, on ne va pas en parler. Et la troisième priorité pour laquelle on est l'acteur historique associatif, on en est très fiers, c'est l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, avant de vous en parler, je vais vous dire avec qui je vais l'évoquer. Alors, j'ai Christian Bruyère, qui est président de Mob Lyon. On le dit en un mot, vu le jeu de mots, Christian? Oui, Mobion. En fait, au départ, l'idée, c'était la mob électrique. Donc, mob, comme la mob que j'ai connue quand j'étais jeune, et ion de lithium-ion, de l'électricité. Je continue avec Grégory Richard, qui est directeur associé et cofondateur de Circular for Good, OPO, en deux mots. En deux mots, accompagner la mutation des industriels vers plus de compétitivité et des business models circulaires. Merci. Et on passe du côté féminin de la table ronde avec Nathalie Dupuis d'ADO. Vous êtes chef de projet en charge des business circulaires. ADO. ADO, pour ceux qui ne connaissent pas, ça reprend les enseignes telles que Leroy Merlin, Weldom ou d'autres. Et Juliette Sicot-Crevé, enchantée parce qu'on ne s'est pas vu avant. Vous êtes directrice développement durable du groupe SEB. Là, je pense que tout le monde connaît, mais si vous voulez juste dire deux mots, peut-être qu'on ne connaît pas toutes les activités. Effectivement, bonjour et ravi d'être là. Et effectivement, les gens connaissent le groupe SEB. Les gens connaissent la Cocotte Minute qui a 70 ans cette année et qui se porte très bien. Mais derrière le groupe SEB, il y a aussi des marques comme Moulinex, Tefal, Roventa, Krups, Calor, et puis je vais m'arrêter là parce qu'il y en a 34 au total et sinon ça prendrait vraisemblablement trop de temps dans cette table ronde. Merci Juliette. Donc on va parler d'économie circulaire. Le titre de notre conférence, c'est Industrie circulaire de l'obsolescence à la pérennité programmée. Donc on va beaucoup parler de valeurs. Juste pour information, Auré a travaillé pendant 2 ans et on continue encore sur les 8 valeurs que nos membres ont trouvées sur l'économie circulaire. Je vais vous les citer parce qu'elles sont intéressantes. La première, évidemment, c'est la valeur environnementale. On sait que l'économie circulaire sert à préserver les ressources et aide à lutter contre le changement climatique. On a trouvé une valeur d'innovation, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Innovation des procédés, des produits, mais aussi managériale et organisationnelle, parce que ça change un peu la façon de faire en interne. Une valeur sur l'emploi. Il y a une étude de l'Union européenne qui dit que si on passait vers des modèles circulaires, on gagnerait 700 000 emplois nets en Europe, même si on en perd, parce qu'il va y avoir des emplois qui vont disparaître autour des énergies fossiles. La mobilité en est un bel exemple. Et un accroissement du PIB de 0,5%. Une valeur sociale et bien-être, puisque ça sert, c'est utile à tous les individus. Une valeur coopération, et là je pense qu'on va pas mal développer. L'économie circulaire est à la croisée des problématiques environnementales et sociales. Donc je pense que important la coopération. Et une valeur attractivité des territoires. Nous avons un événement le mois prochain là-dessus, puisque beaucoup de territoires se servent maintenant de l'économie circulaire pour attirer des industries et pérenniser des emplois non délocalisables. Et la dernière valeur qu'on avait trouvée, c'était les nouveaux modèles économiques. Nouveaux modèles économiques dont on va parler aujourd'hui. En quelques mots, l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire faire des symbioses. Mais Grégory, tu rentreras dans le détail après. Faire des symbioses et des synergies sur le territoire. Si vous êtes intéressé, vous restez dans la salle. La conférence d'après, c'est toujours Auré et c'est sur l'écologie industrielle et territoriale, donc je fais du teasing. L'économie de fonctionnalité et de coopération, où là, pour ceux qui ne connaissent pas, on arrête de vendre des produits, on vend des usages. L'éco-conception, qui sert comme outil pour faire des modèles plus pérennes. Voilà tout ce dont on entend parler par nouveaux modèles économiques, mais aussi des modèles séculaires, comme la réparation, le réemploi, qu'on remet dans les nouveaux modèles économiques en ce moment, parce qu'il faut tout recréer. Sur, par exemple,
les déchets et les équipements électroniques et électriques. Il n'y a plus de réparateurs. Il y a des fonds remploi. Il n'y a pas d'accès au gisement. Donc, il y a beaucoup de modèles à trouver autour aussi de ces vieux modèles qui fonctionnaient bien avant, mais qu'on doit réinventer parce qu'on les a oubliés. Grégory ? Oui. Nathalie ? Oui, Nathalie, quelle est ta question ? Ma question, c'est, parlez-nous de ces modèles économiques. Je sais que vous accompagnez des entreprises pour mettre en œuvre la circularité. Alors, comment vous faites ? Comment on fait ? Déjà, tu en as listé pas mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est dans les usines et dans les industriels en France, en Europe, un peu tout le temps. Je pense qu'il y a moins de 5% des entreprises qui, aujourd'hui, on parle de pivoter vers des business models circulaires, parce que ce qui est fait en économie circulaire aujourd'hui, c'est de l'optimisation. On vient réduire le poids de ses produits, moins consommer d'eau, mais on vient toujours vendre un produit derrière sans trop forcément savoir ce qui se passe derrière. Il y a bon nombre d'industriels qui disent, une fois qu'un client a utilisé mon produit, je ne sais pas trop ce que ça devient. Parfois, je le retrouve sur eBay, vendu par d'autres acteurs. En plus, c'est encore de la valeur, mais la plupart du temps, je ne sais pas. Donc il y a déjà le fait de comprendre sa chaîne de valeur, d'aller explorer, parce qu'on est tellement été habitué à sourcer, je caricature, mais pour réduire les coûts, je caricature à peine, en Chine. On envoie ça dans des gros bateaux, canal de Suez, ça arrive là, on vend, et puis ensuite, pour faire son PNL et satisfaire les actionnaires, faut revendre vite. Et du coup, on peut aller vers de l'obsolescence, ce qui fait que, à la limite, plus c'est obsolescent, plus on revend, et plus on peut faire notre Excel avec une belle croissance infinie. Et donc, casser ces modèles-là, il y a aussi rendre obsolète ce modèle. Et donc, il faut inventer un nouveau business model à côté qui va se dire, OK, c'est plus intéressant d'aller faire du remanufacturing, de rétrofiter, d'aller faire un équipement, de rétrofiter pour lui redonner 5 ou 10 ans de vie. Ça peut avoir une valeur économique pour mon client et c'est plus intéressant pour lui que d'acheter du neuf. Et donc, il y a le fait de trouver ce modèle économique, de le rendre possible parce que le produit le permet, parce que le client est OK, parce qu'on a fait une transformation culturelle chez nous, parce que le commercial, il se dit, non, mais si je ne vends pas et qu'on rétrofite, je vais vendre moins, j'ai moins gagné d'argent à la fin de l'année. Donc, il y a toute cette transformation interne. Donc, en fait, c'est une transformation assez complète de l'entreprise. Et l'enjeu pour ces industries-là, c'est de comprendre le pourquoi je dois y aller maintenant. J'ai vu des acteurs comme Petit Bateau, Eucadi, surtout dans le textile, qui se sont rendus compte que la plupart de leurs produits se retrouvaient sur Vinted, etc. Et ils ont mis en place de l'économie de fonctionnalité avec des services d'achat d'occasion. Je ne sais pas si vous avez accompagné des entreprises comme cela ou d'autres. On accompagne des entreprises comme ça. Et je dis le premier point, c'est le pourquoi. Pourquoi je dois changer maintenant ? Parce que l'enjeu planète ne fait pas changer beaucoup d'entreprises maintenant. Quand on est une ETI, une boîte familiale, quand on parle d'enjeu planète, on parle de ce qu'on va transmettre à ses enfants. Donc là, ça résonne et ça peut engager une transformation. Quand on est dans un groupe tenu avec le CAC 40, etc., c'est plus compliqué d'engager ça. Et maintenant, comme depuis 3 ans, on a un canal de Suez qui a été bouché, donc on se rend compte de la vulnérabilité des supply chains. Donc le circulaire, c'est plus local. Donc on se dit, oui, ça vaut le coup d'y aller. On a la décarbonation qui devient une pression absolument phénoménale chez toutes les entreprises. Et il commence à y avoir des entreprises qui ont compris que proposer un produit qui est remanufacturé, ça peut être 70 à 80% moins carboné qu'un produit neuf. Et ce n'est pas juste décarboner les panneaux solaires, la reforestation, qu'en fait, en changeant dans le business model, on crée de la valeur différente et en plus, elle est décarbonée. Et donc ça commence à activer des chemins de transformation assez pragmatiques parce que la hausse des coûts, la supply, parce que la décarbonation, la réglementation, et selon les secteurs, des attentes des consommateurs qui sont plus ou moins fortement exprimées. Et donc, comment une entreprise prend ce coup d'avance-là, attend pas que ce soit trop tard, parce que Petit Bateau, ils voulaient monter une marketplace, mais il y avait déjà Vinted. Donc, ils ont perdu tout un potentiel de business model parce qu'ils déclenchent trop tard. Donc, c'est très important de savoir anticiper et de démarrer le plus vite possible pour pouvoir prendre une bonne position et pas perdre une place dans les futures chaînes de valeur. Et pas devenir obsolescent. Parce que dans l'industrie circulaire, on peut parler des produits qui sont obsolescents et des produits qui sont à pérennité programmée. Mais l'industrie linéaire, pour moi, est à obsolescence programmée, parce que je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui, dans 5 ou 10 ans, qui n'aura pas changé son business model. Enfin, toutes les entreprises qui sont restées linéaires dans 5 ou 10 ans, pour moi, elles ne pourront plus opérer. Elles ne pourront plus vendre. Voilà. Soit parce qu'elles ne pourront pas sourcer, soit parce qu'elles seront obsolètes sur le marché. Donc, à chacun de trouver son chemin et son rythme rapidement.
Merci Grégory. On va passer à Christian, parce que vous avez appliqué ces principes. Vous avez même inventé un produit à pérennité programmée, un scooter électrique. Alors racontez-nous votre aventure. On a même déposé la marque Pérennité Programmée qu'on partage en open source avec des tas d'autres entrepreneurs maintenant. Et donc cette idée est exactement celle que Grégory, je vais te répéter beaucoup, je suis désolé, mais c'est souvent le cas. En fait, nous, chez Mobion, on a décidé de ne plus vendre nos véhicules. Et ça, depuis déjà un moment, on a conçu un véhicule donc, par l'éco-conception que vous nommiez tout à l'heure, qui est le premier pilier pour moi. Parce que si on fait un produit pour le vendre, on ne va pas le penser de la même manière que si on le loue, pour des raisons économiques. Quand on loue un produit, on n'a pas du tout envie qu'il vienne en réparation. Quand on vend un produit, la réparation peut faire partie du business model. En tout cas, dans l'automobile, clairement, il l'a fait partie du business model. Dans l'électroménager aussi. Peut-être, mais je ne me prononcerai pas. Surtout que Roventa a été hier décoré d'un grand prix de la marque engagée. Comme Mobion, d'ailleurs, on a été dans la catégorie start-up. Et donc, juste pour revenir sur cette idée d'éco-conception, elle est hyper importante parce qu'elle permet de penser un modèle qui est démontable, puisque je vais vous apprendre un truc que peu de gens ont vu. Dans un produit, dans n'importe quel produit, dans n'importe quel bien d'équipement, cohabitent des composants qui, par nature, n'ont pas la même durée de vie. Et pourtant, depuis de très longues années, on amortit des produits sur une durée de vie qui, en fait, est la durée de vie de leurs composants les plus fragiles. Et ça, nous, on a considéré que ce n'était pas intelligent. Donc, on a abandonné cette doxa et on a décidé d'amortir les composants et non plus les produits. Donc, on a fait ce qu'on appelle une nomenclature à pérennité programmée dans laquelle on a rajouté juste une colonne. C'est la colonne de durée de vie du composant. Et on a essayé de trouver un moyen de faire en sorte que cette durée de vie soit la plus longue possible. Alors, on a découvert un truc assez curieux, c'est qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 20 ans, parce que sur un plan administratif totalement arbitraire, le législateur a considéré qu'on ne pouvait pas amortir un bien mobilier sur une durée supérieure à 20 ans. Donc l'inox, ça dure 20 ans, les aimants permanents, malgré leur nom, n'ont qu'une durée de vie de 20 ans, c'est-à-dire qu'au-delà de 20 ans, leur valeur comptable est zéro. Et donc, vous ne pouvez pas le conserver dans vos immobilisations. Alors la loi, en revanche, depuis 2016, autorise à dissocier un produit et à le mettre en composants. Mais normalement, ce sont des composants de moins de 500 €. Parce que au-delà de 500 €, vous pouvez amortir. En deçà de 500 €, l'expert comptable vous dit non, ça passe en charge. Alors vous pouvez obtenir une dérogation, ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on peut amortir des composants de moins de 500 €, mais ce n'est pas évident. Alors quand c'est une turbine d'avion, ça ne pose pas de problème parce qu'il n'y a pas de composants à moins de 500 €. Mais quand c'est un scooter ou un aspirateur ou un frigidaire, que sais-je, eh bien c'est difficile de le faire. Donc là, ça, on a commencé à essuyer un certain nombre de plates chez Mobion et on a obtenu des résultats. D'ailleurs, on communique avec une inspectrice générale des impôts régulièrement pour faire évoluer la loi sur ces sujets-là, parce que cette donnée comptable est en fait fondamentale. Et en plus, pour l'entreprise, elle a une valeur énorme, parce que quand vous amortissez tous vos composants pratiquement, du coup, votre produit, il vient à l'actif de votre entreprise, il améliore votre BE et il vous permet d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente plus facilement, puisque vous avez un avantage prix qui est meilleur, puisque votre prix de revient industriel il est plus bas, donc vous êtes plus compétitif que les autres, et ça vous permet de pouvoir vendre sans faire un gros effort marketing. Donc vous faites du chiffre d'affaires sans dépenser trop d'argent, vous avez un meilleur EBE, et en plus, vous avez un actif net qui grossit. Donc le banquier, il est content. Oui, ça me permet de rebondir sur une remontée qu'on a des PME qui sont chez Auré, qui veulent se lancer dans ce modèle de location économique de fonctionnalité, qui se retrouvent confrontées à un problème de prêt des banques. Elles n'ont pas de fonds de garantie. C'est une mesure qu'on pousse au niveau du ministère, puisque Auré a un rôle assez... actif en tant que moi, vice-présidente du Conseil national de l'économie circulaire et ancienne ambassadrice. Et donc,
ce sujet du fonds de garantie, d'une assurance comme les loyers impayés, vous l'avez résolu à travers la comptabilité. On n'a pas tout résolu, mais loin de c'est là. vrai que ça ne permet pas à des jeunes PME qui veulent lancer ces business models de partir sereinement parce que personne ne veut leur prêter. Vous avez complètement raison. On est sur des contrats et pas sur de la vente et que les gens disent qu'on risque de dénoncer les contrats au bout de quelques mois. Donc, Alors, le problème contractuel est, si vous avez un produit qui fonctionne, en plus le nôtre est connecté, donc on peut le déconnecter. Donc quand il ne fonctionne plus, il n'a plus trop d'intérêt, donc on paye les loyers, il n'y a pas de sujet. Mais le sujet du financement est un vrai sujet. BPI France fait un travail absolument formidable, et alors nous, on est... vraiment très reconnaissant de ce travail d'accompagnement. Enfin, l'accompagnement des entrepreneurs chez BPI France est formidable à tous les niveaux et pas seulement sur la partie financière. Donc vraiment, c'est formidable. Alors il y a un gros problème, un très très gros problème, c'est que BPI France finance l'innovation, mais ensuite, pour avoir la capacité à faire une usine, donc à industrialiser, tout le monde parle de relocalisation, et là je vais mettre les pieds dans la mare, mais le fonds start-up industriel de BPI France, c'est 50 millions d'euros. Quand on m'a dit ça, j'ai dit 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est même pas réindustrialiser un département. C'est 2 zéros qui manquent à ce fonds-là. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas les fonds propres, si vous n'avez pas les investisseurs, vous n'avez pas de financement derrière. Parce que, en fait, le financement en dette, tout ce qui est bas de bilan, c'est en fonction de votre actif net et de vos fonds propres. Donc, en fait, aujourd'hui, on est devant une espèce de mur qui est un mur. C'est-à-dire, si vous faites du mode SaaS, vous trouvez des milliards. Alors nous, on est un peu en mode SaaS. Nous, on est scooter as a service, donc on essaye de passer entre les mailles du filet. Mais sinon, c'est très très compliqué d'aller trouver de l'argent. Les fonds propres ne sont pas disponibles. Les investisseurs ne sont pas là. Aujourd'hui, Mobion n'est financé que par des business angels. Que des business angels. On parlera des challenges tout à l'heure, donc vous pourrez nous dire quand même les pistes de solutions de la comptabilité que vous avez trouvées. Je vais me tourner vers Nathalie. Vous êtes donc, je vous l'ai dit, chef de projet business circulaire chez ADO. Alors là, on passe du côté des distributeurs. Chez ADO, vous l'avez dit, Leroy Merlin, etc. Vous avez des fournisseurs, vous avez des clients. Comment vous faites évoluer votre chaîne de valeur? Comment vous embarquez vos fournisseurs? Comment vous informez vos clients de ces nouveaux modèles que vous êtes en train de mettre en place? Je sais que vous avez décidé de partir dans cette direction. Oui, effectivement, merci Nathalie. On a décidé de partir dans cette aventure. Alors, je vais rebondir sur ce que Christian disait, parce qu'effectivement, on est à la croisée entre le monde fournisseur et nos clients. Nos fournisseurs, on doit travailler avec eux, on doit les accompagner sur ce thème de l'éco-conception. Et pour ça, on a développé un outil de notation à la fois environnementale et sociale de nos produits qui s'appelle Home Index. Et donc, sur les piliers qu'on va noter sur nos produits, il y en a un qui va intéresser particulièrement les business circulaires, l'économie circulaire. Vous l'avez mentionné, c'est le pilier de la durabilité. Et là, on va noter plusieurs éléments, des éléments théoriques et puis des éléments pratiques, appliqués. Par exemple, on va noter est-ce que le produit est conçu pour être réparable? Est-ce qu'il est modulable? On va noter également la disponibilité des pièces détachées. On va noter la disponibilité des notices, des vues éclatées des produits qui vont nous permettre de réparer. Par rapport à l'indice de réparabilité qui est obligatoire maintenant par la loi GEC, quelle est la différence? On prend en compte cet indice de réparabilité dans notre notation. Et puis, l'idée, comme je vous le disais, c'est de travailler avec nos fournisseurs. Et justement, on est en train de revoir ces critères pour prendre leur feedback, parce que notre enjeu, c'est vraiment que cet outil Home Index soit un véritable outil d'amélioration de l'offre produit. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller un petit peu plus largement au-delà de ce que demande la loi. Donc ça, c'est côté fournisseur, donc avec un travail en collaboration, je vous le disais, pour revoir les critères pour qu'ils soient toujours plus utiles. Et puis côté client, cet outil Home Index, ça nous permet de communiquer vis-à-vis du client, de les rendre plus responsables dans leur consommation, puisqu'ils vont pouvoir comparer les produits entre eux et donc faire un choix en conscience. Et puis notre rôle aussi en tant que marque, en tant qu'enseigne, c'est
de faire changer les comportements, d'essayer d'apporter à nos clients des façons de consommer autrement. Et donc là, c'est de là qu'est née notre équipe économie circulaire, qui est toute récente. Et l'idée, c'est de développer des business models qui soient des alternatives à l'achat de produits neufs. Donc on a 3 thèmes principaux. La réparation, bien évidemment, aider nos clients à réparer tous les produits en lien avec l'amélioration de l'habitat, par eux-mêmes ou via notre aide, via notre support. On a un thème autour de la location. On prend souvent cet exemple de la perceuse chez nous, parce que c'est assez emblématique. Une perceuse, quand un client l'achète, elle a une durée d'utilisation de 12 minutes pendant toute sa vie chez notre client. Donc vous voyez quelle marge de manœuvre on a dans l'optimisation et l'intensification de l'usage de ce produit-là. Donc la location. Et puis le 3e business model qu'on développe, c'est la seconde vie. Donc c'est comment on prolonge la vie des produits que nos clients achètent. Alors comment vous faites pour la seconde vie ? On va peut-être en reparler quand on va parler des challenges, parce qu'ils sont nombreux. Mais une première piste pour nous, ça va être de démarrer, comme on le disait tout à l'heure, sur le thème de la marketplace, et donc d'inciter des vendeurs pour le moment à venir sur notre marketplace et à vendre leurs produits d'occasion chez nous. Voilà, c'est notre première marche. D'accord. Et merci. On va passer à Juliette. Alors Juliette, vous êtes chez Seb, vous n'avez pas de micro. Alors Seb, un des pionniers en matière de réparation, de réparabilité, durabilité. Vous avez vraiment été très engagé depuis quelques années, puisque vous étiez un des premiers exemples qu'on citait. Alors pourquoi vous aviez fait ce choix à l'époque de partir dans ces modèles un peu en avance ? Déjà votre ressenti, puisque vous avez un peu de recul par rapport à d'autres entreprises. Et puis les partenariats que vous avez mis en place, parce qu'on sait que l'économie circulaire, on ne peut pas le faire tout seul. Hein, on n'est pas dans une RSE intra-entreprise, on est obligatoirement dans de l'interfilière, de l'interterritorial. Donc votre retour nous intéresse. Et effectivement, le thème de l'économie circulaire, il est hyper vaste. Et la façon dont le groupe SEB le voit, c'est déjà de se donner soi-même les capacités, l'expertise de monter en puissance le plus possible. Mais comme vous le dites, on ne peut pas faire tout seul. Et il faut aussi en fait, être dans une dimension de partenariat. Et la dimension partenariat, elle est à son meilleure possibilité quand on arrive à combiner la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension sociale. C'est le Graal, c'est assez difficile, mais je vais vous expliquer en fait un peu comment on essaye de s'y prendre. Tout d'abord sur l'économie circulaire et se l'appliquer à soi-même d'abord. Comme vous dites, ce groupe SEB, c'est depuis 2003 que dans les couloirs de notre siège social à Écully, puisque nous sommes une société basée dans la région de Lyon, familiale, depuis 2003, le mot réparabilité est un mot courant utilisé dans nos bureaux d'études. Alors que, si on regarde, et je pense que c'est parlant parce que c'est du concret, il n'est rentré dans le dictionnaire qu'en 2018. C'est-à-dire qu'il est vraiment devenu en fait un mot courant pour tout le monde en 2018. Nous, on a essayé de prendre de l'avance parce que c'est notre conviction. Cette conviction s'est traduite en fait en action. C'est-à-dire qu'en 2015, on a été capable de faire un engagement que tous nos produits, enfin, la grande majorité de nos produits, soient réparables 10 ans, au juste prix, dimension aussi très importante, ce qui veut dire qu'il faut avoir les pièces détachées, pouvoir les envoyer. Aujourd'hui, notre engagement, il est 15 ans réparable, donc on est encore monté en fait en régime. 90% de nos produits, dont j'ai cité les marques tout à l'heure, sont réparables, ce qui veut dire à peu près 50 000 références de pièces stockées, 7 millions ou 8 millions de pièces stockées. En plus, c'est à Fauconnet-la-Mer et c'est plutôt dans les montagnes des Vosges plutôt qu'au bord de la mer, si jamais vous n'êtes pas au courant. Du coup, d'un entrepôt en France, on est capable en fait, d'envoyer des pièces détachées à toutes les personnes réparateurs qui en ont besoin dans le monde entier. Et c'est là que la première dimension sociale arrive, en fait, parce que pour réparer, il faut les pièces, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir les réparateurs. Donc nous avons aussi, depuis toutes ces années, fait en sorte de monter en puissance et développer un réseau de réparateurs partenaires, c'est comme ça qu'on les appelle, 6200 réparateurs partenaires dans le monde, à peu près 250 en France.
parce qu'il faut assurer un service de réparation de qualité au niveau en fait, de ce qu'on fait, du timing, sinon, in fine, ça ne fonctionne pas. Du coup, le dernier concept, le plus récent et le plus innovant, dans toujours cette dimension de faire le triptyque économique, environnemental et social, c'est le lancement de notre atelier Réparseb, qui a eu lieu en janvier 2021. C'est assez simple, l'objectif, c'est de donner une double seconde vie. Une seconde vie à des personnes qui sont aujourd'hui très très éloignées de l'emploi ou qui viennent d'arriver en fait sur le territoire français, comme des gens qui sont migrants, qui parlent pas en fait un mot de français, qui n'ont pas de compte en banque, qui n'ont pas de logement. On les prend en charge et on fait en sorte de les former à la réparation pour qu'ils puissent in fine avoir une qualification et puissent se réinsérer. De l'autre côté, on leur demande en fait de se réparer les produits du groupe SEB pour pouvoir leur donner une seconde vie. Et la seconde vie, en fait, elle va partir en fait dans différents canaux. Ça peut être des canaux en fait avec nos distributeurs, Fnac, Darty, etc., nos propres sites de marque. Et du coup, ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on fait des boucles dans les boucles. Et le Réparseb est vraiment unique, mixe toutes les dimensions que je viens de citer, mais n'aurait jamais pu en fait voir le jour s'il n'était pas le fruit de la collaboration de 2 acteurs privés. Le groupe SEB, vous l'avez bien compris, mais le groupe ARES, qui est un groupe spécialisé dans l'ESS, qui a cette expertise d'aller justement aider les gens et les accompagner à se réinsérer. Et un 3e acteur qui est public, qui est la ville de Paris, parce que cet atelier Réparseb est à Paris. La ville de Paris est engagée, a fait en sorte de trouver ce lieu et cet atelier qui fait 900 mètres carrés aujourd'hui, qui est près de la porte de la Chapelle. Et aujourd'hui, sans ces 3 collaborateurs qui ont travaillé ensemble, Réparseb et les 25 personnes qui travaillent dans cet atelier n'auraient jamais vu le jour. Et c'est 18 mois de formation. Donc aujourd'hui, en fait, on a des personnes qui sont en train de sortir déjà, qu'on est en train de réinsérer. Et c'est un peu presque une école de formation, en fait, qu'on est en train de faire. Et voilà, ça, c'est le plus poussé des schémas et des business models nouveaux qu'on est en train de créer pour faire partie du dispositif de l'économie circulaire que l'on veut continuer, en fait, à faire monter en puissance. Alors, donc, ils sont formés par vous. Et après, au niveau de leurs futures orientations professionnelles, comment ça se passe? C'est les distributeurs qui les embauchent? Ils restent dans l'atelier et continuent à réparer des choses pour vous? Comment ça marche? Le but, non, c'est pas qu'ils restent chez nous. C'est pas qu'on n'en veut plus. C'est que le but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir une formation qualifiante qui leur permet d'avoir un vrai métier, une vraie vie, un vrai logement avec des vraies feuilles de paye. Donc on est vraiment dans le concret. Tout à l'heure, on parlait de concret, mais il y a un autre concret de la vie sociale. Donc après, on les aide à se réinsérer du mieux qu'ils peuvent. On peut leur proposer d'être un réparateur agréé de notre réseau. Oui. Ils peuvent aussi aller chez Darty ou Fnac, qui aussi a bien sûr besoin aussi des réparateurs, parce que tout le monde est dans cette logique-là. Il y a des gens aussi qui finalement réalisent que c'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient faire, mais par contre, ils ont très envie de faire de la logistique. Et donc, dans ces cas-là, de toute façon, on a aussi besoin de gens dans la logistique. Le but, c'est vraiment de mettre une seconde vie à tout le monde et surtout de faire en sorte que tous nos produits aussi, parce qu'on va parler de flux logistique, puissent faire en sorte qu'au total, ça fonctionne pour le consommateur, pour tout le monde. Mais bravo pour ce bel exemple. Puisque vous avez, parce que vraiment social et économie circulaire et ESS sont intrinsèquement liés. Mais bon, alors vous avez quand même, pour toutes ces démarches, on va passer à la partie challenge, défi. Vous avez eu quelques difficultés. Quelles solutions vous avez trouvées? Je vais vous poser la question à tous les 4 pour que les gens voient à quoi ils peuvent être confrontés et comment ils peuvent résoudre certaines des difficultés de la mise en place de ces nouveaux modèles. Les challenges, il y en a énormément. Des fois, il y en a plus que de solutions, mais ça, c'est du court terme. On ne lâche jamais. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore tellement de solutions à trouver, de partenariats à créer. Chacun doit se mettre la barre très haut. C'est ce qu'on essaye de faire. J'expliquais en fait hier durant le prix, et je vois que vous l'avez bien intégré, notre label de co-conception a la réparabilité en son cœur, parce que c'est une condition sine qua non, mais aujourd'hui il a 5 paramètres. Donc il doit être réparable, il doit être recyclable en fin de vie, il doit être fait de matériaux recyclés,
il doit avoir une efficacité énergétique qui permet justement d'avoir les justes watts et de décarboner. Et in fine, il doit aussi, quand vous ouvrez l'emballage carton de nos produits, que vous ne tombiez pas de votre chaise parce qu'il y a trop de polystyrène et il y a trop de plastique. Donc on s'est mis à la barre avec 0 plastique et 0 polystyrène. On n'y arrive pas toujours, celui-là, par exemple. Et donc, si jamais le produit n'arrive pas à faire 0 plastique, 0 polystyrène, le label éco-design, le produit ne l'a pas aujourd'hui. Donc, voilà. Le challenge, par exemple, enlever le polystyrène, enlever le plastique, enlever les deux. On peut des fois enlever l'un ou l'autre, mais essayer d'enlever les deux, ça ne fonctionne pas. Ça, c'en est un. Donc, à construire, on va dire, en amont avec nos fournisseurs, par exemple, sur ce genre de problématique, comment on peut travailler sur les packaging, sur les matériaux pour en avoir encore plus qui soient vertueux. Il y a énormément de choses à faire. Souvent, ça passe par aussi, quand on bute, déjà s'arrêter, dormir une bonne nuit, prendre des fois un petit verre de vin et puis repartir. Nos équipes le font tous les jours avec des challenges. On organise des challenges sur le packaging, sur le plastique, où là, en fait, on ne met pas du vin, mais on met des gens autour de la table avec différentes expertises, nos fournisseurs, des fois des fournisseurs qui eux-mêmes sont concurrents, dans la salle avec nous, pour faire en sorte de trouver ces solutions. Parce qu'il n'y a que ceux qui connaissent qui sauront comment en fait, trouver, comment dénouer les challenges. Ça, c'est au niveau... On travaille aussi avec nos distributeurs. Je peux citer l'exemple de Carrefour, avec qui on a depuis longtemps travaillé pour faire en sorte que les produits qui sont les oubliés du tri, parce qu'il n'y a pas de système, puissent en fait être récupérés, notamment les poêles. 60% des poêles sont soit dans des placards, soit jetés. Or, quasiment la totalité de ce qui fait les composants d'une poêle est recyclable. Beaucoup de métaux. Donc c'est quand même bien dommage. Carrefour, pour l'instant, a fait, et avec d'autres marques, hein, pas que nous, parce qu'encore une fois, le partenariat, des kiosques pour le tri des produits oubliés. Il y a encore plein de choses à faire. On l'a fait aussi avec d'autres partenaires. On travaille aussi avec une société qui s'appelle Les Biens en commun, qui travaille sur la mutualisation, de faire en sorte que cette fameuse perceuse ou cet aspirateur dont on n'utilise pas 12 minutes en une vie, je pense un peu plus, mais un étudiant n'a pas forcément envie de s'acheter un aspirateur Roventa, aussi primé soit-il. Il y a des concepts de localisation. Au niveau du public, aussi, tellement de choses à faire. On a été très pro étiquette énergétique pour les aspirateurs, justement, il y a quelques années. Et puis ça, c'est pas fait, parce que l'ensemble du secteur et des acteurs publics n'a pas réussi à se mettre d'accord. On l'a eu, et ça a été débouté. On est en train de revenir. Et on est vraiment... voilà. Et puis, bien sûr, le consommateur lui-même, en fait, quelque part, l'ultime partenariat, c'est de faire en sorte que le consommateur, on l'ait embarqué, qu'on lui donne les idées, qu'on lui facilite la vie. J'ai toujours dit que le développement durable, c'est pas comme le régime. C'est pas un truc où, en fait, il faut vraiment se serrer la ceinture et puis au bout de 5 jours, on craque tellement c'est compliqué et c'est difficile. Il faut qu'on fasse en sorte que ça devienne de plus en plus facile et accessible, désirable si c'est possible. Et voilà, nous, on fait des éco-gestes, on fait des applications sur toutes leurs marques pour donner les tips. Et c'est par tous ces petits tips que ça va aussi, en fait, continuer à marcher. Merci pour votre enthousiasme. On va continuer du côté... Elle est passionnée. Oui, vous êtes tous passionnés, c'est ça l'intérêt. C'est un sujet passionnant en même temps. Christian, du côté masculin, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vraiment un côté masculin, un côté pour justement faire en sorte que ça soit plus facile, parce qu'on a parlé de financier, on a parlé de la comptabilité. Alors facile, je n'utiliserai pas ce mot-là. Je ne crois pas qu'il y ait eu grand-chose de facile depuis le début. Mais donnez-leur envie. Aurélien en est témoin. Donnez-leur envie de ça. Non, facile, non. En revanche, la détermination marche bien quand même. Si on y croit, il ne faut pas lâcher. Après, pour revenir sur des sujets plus techniques, parce que je pense que c'est important, nous, on a défini un certain nombre de règles pour adapter la pérennité programmée. Donc, le côté démontable, l'éco-conception dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pas utiliser de colle, pas utiliser de résine, pas utiliser de sertissage. Dans l'industrie d'aujourd'hui, c'est pas facile. Parce que tous les concepteurs, tous les designers mécaniques, ils ont été formés à ça. Et donc, vous leur dites, là, c'est fini, les gars, on vous enlève tout ça. Maintenant, il faut remettre des vis, il faut remettre des systèmes démontables. Et donc, là, c'est un vrai challenge parce que là, vous vous opposez à une doxa qui est hyper puissante. En fait, nous, on a des fournisseurs, des équipementiers qui nous ont refusé de travailler pour nous en nous disant « Ah non, mais ça va être trop cher.
pourrait jamais le vendre. Enfin, ça tombe bien parce qu'on n'a pas prévu de le vendre, mais clairement, on a eu ce sujet-là régulièrement. Et donc, ça, c'est les challenges, c'est-à-dire vous vous opposez à une espèce de règle. Et nous, en fait, on s'était mis comme moyen d'éviter ces règles, de n'accepter qu'une seule règle, c'est-à-dire celle des lois naturelles. C'est-à-dire que l'apesanteur, on ne peut rien faire contre, alors on l'accepte. Mais en revanche, la comptabilité, les normes, les réglementations, ça, on peut négocier. Donc, on ne négocie pas avec la nature, mais on négocie avec les règles de la société. Donc, les règles de la société ne doivent pas être un frein. Il faut les oublier, il faut les mettre de côté. Alors, c'est pas facile parce que il ne faut pas être tout seul pour porter ces messages-là. Vous y allez tout seul mais ou vous y allez avec des fédérations Ça a du sens. Et en fait, on comprend tous les choses de sens. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Ensuite, nous sommes tous locataires. Et donc, alors chez des Français un peu latins, c'est compliqué d'expliquer aux gens la propriété, en fait, c'est pas très utile. Et en plus, ça joue contre nous, parce que ça joue contre les règles de la nature. Aucun animal n'est propriétaire de quoi que ce soit. Ils sont tous locataires, ils l'ont compris. Nous sommes locataires, quoi qu'on en dise. On n'a pas de choix. On ne va pas rester là. On est locataire de cette planète. Et donc, être propriétaire de son aspirateur ou de sa mobilette, de son scooter électrique, ça n'a pas de sens en réalité. Parce que de toute façon, en plus, sur l'électrique, c'est encore pire que tout. Parce qu'il faut savoir qu'une batterie, quand ça vieillit, ça prend de la résistance interne. Et donc, si vous continuez à l'utiliser en mobilité, vous emballez son vieillissement. C'est-à-dire que vous la gâchez, alors qu'elle pourrait servir pour stocker des énergies renouvelables dont on a tant besoin, ou faire du délestage pour Madame Borne cet hiver quand on aura des problèmes d'électricité. Oui, parce qu'en fait, les batteries en fin de vie, on peut les utiliser pour faire du stockage tampon. Et donc, si on les a laissées dans un scooter, on les tue parce qu'elles chauffent trop, et puis elles ne sont pas réutilisables. Donc, si vous les avez louées, vous pouvez décider, là, elle arrive à sa limite d'usage en mobilité, parce qu'elle a trop de résistance interne, et vous la sortez, et vous la mettez dans une armoire de stockage stationnaire, et elle va continuer sa vie pendant des dizaines d'années, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps on peut les faire durer. Théoriquement, elles ont une durée de vie calendaire, mais on s'aperçoit que les datasheets des constructeurs d'accumulateurs sont faux, parce qu'eux aussi, ils veulent en vendre. Donc, ils vous disent que ça ne dure pas, mais ça dure. Et on a des batteries qui ont duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc ça, c'est aussi une des règles qu'on s'est appliquées. C'est donc seulement les lois naturelles. Les autres, on ne les écoute pas. Et enfin, il y a une dernière chose qui est très importante et qui est technique, mais qui est vraiment intéressante. C'est quand vous utilisez une technologie, je prends l'exemple du moteur électrique, parce que je le connais bien. Le moteur électrique, aujourd'hui, il est extrêmement efficient. On est au-delà de 90% de rendement. Ça veut dire que la rupture technologique, qu'un inventeur vienne en disant moi, je vais révolutionner le moteur électrique, c'est peu probable. C'est même pas possible, en fait, parce que ça, c'est une loi naturelle, c'est de la physique. Et donc, ça ne va pas arriver. Ça veut dire que l'aimant permanent qui est dans ce moteur électrique brushless, le bobinage moteur en cuivre qu'on n'arrive plus à avoir, hein. Les aimants permanents, c'est pareil, hein, ça devient de plus en plus cher. Puis ça ne va pas s'arrêter, parce que ça aussi, ça se démontre. Aujourd'hui, depuis 2018, on parle beaucoup de 2018, hein, depuis 2018, les courbes de rentabilité des énergies fossiles et des énergies renouvelables se sont croisées. Donc les investisseurs, ils ont fait quoi? Ils ont investi dans les énergies renouvelables. Du coup, les énergies fossiles ne cessent d'augmenter parce qu'elles sont de moins en moins pures et donc de plus en plus chères à extraire. Il faut savoir que 100% des minerais, il n'y a pas d'exemple de minerai qui soit extrait avec des énergies renouvelables. Tous les minerais, tous sont extraits avec des énergies fossiles. Comme les énergies fossiles augmentent et qu'il faut extraire 1 tonne de roche pour avoir 3 grammes de cuivre, autant vous dire que le prix du cuivre ne va pas baisser. Donc, garder son cuivre et l'amortir sur 50 ans, ça va rendre votre business ultra profitable. Racheter du cuivre, ça va devenir impossible parce qu'il n'y en aura plus. Donc, faire de l'industrie circulaire, comme dit Grégory Richan, en pivoter vers une industrie circulaire, c'est pas un choix, c'est inéluctable. Ça va arriver quoi que vous fassiez.
Oui, j'ai oublié une valeur tout à l'heure, c'était la compétitivité, dans les valeurs de l'économie circulaire. Bénéfice eau, énergie, parce que l'eau, pour l'instant, elle ne coûte pas cher, mais ça va bouger. L'énergie, vous l'avez dit, cité, le traitement des déchets, et évidemment les matières premières. Le cobalt, le lithium, le cuivre, on sait déjà que ça va être catastrophique. L'électrification dans laquelle on s'engage. Et si c'est mélangé, j'ai un de mes amis associés qui dit aujourd'hui on récupère des tas de polymères et des tas de métaux, mais qui sont tellement mélangés. Il faut savoir qu'un aimant permanent, vous le mettez dans le broyeur, ça s'appelle un jifoutou. C'est-à-dire c'est un métal qui ne sert à rien. Vous pouvez le mettre... le jifoutou, ils appellent ça le jifoutou, les concepteurs en mécanique. Le jifoutou, ça sert à faire des bacs à fleurs et des arrosoirs. Et donc cet associé me dit, je me demande bien ce qu'on va faire de tous ces arrosoirs quand on n'aura plus d'eau. Pas mal trouvé. On va passer à Grégory. Alors, quels sont les défis que vous avez relevés auprès des gens que vous accompagnez et les quelques pistes de solutions aussi? Déjà, on les entend assez fortement là, et puis on les retrouve chez les industriels et les territoires qu'on accompagne. S'il y en avait 3, il y a déjà, tout tourne autour de, il faut changer de paradigme en fait, il faut changer de braquet. Quand on voit les chiffres qui sont effrayants, sur l'usage d'une perceuse, sur les poêles pas utilisées, il y a 7,2% de l'économie mondiale qui est circulaire. On jette 93% de ce qu'on extrait en surutilisant l'énergie, on le rejette et puis après, je peux pas l'acheter, le canne s'est bouché. Non, mais récupère-le, refais-le, son truc. Donc en fait, il faut changer et c'est pas on va faire 5% d'amélio. Il faut changer de modèle, il faut créer des modèles alternatifs où on se dit, je vais plus acheter un grille-pain qui est pas réparable, c'est débile, parce que j'ai un autre qui est juste à côté, et peut-être qu'il coûte 5% plus cher, mais c'est acceptable. Et ça se trouve, il ne coûte pas forcément plus cher, parce que chez toi, les scooters sont moins chers que les scooters chinois. Donc on est capable de faire français en étant moins cher que chinois. Il faut changer de paradigme. Il faut qu'un comité de direction se disent l'économie circulaire, c'est pas que de la RSE, c'est un nouveau business model, c'est stratégique, c'est le futur de l'entreprise. Il n'y a pas de futur d'entreprise sans business model circulaire. Aucune entreprise ne survivra à vendre des produits et à racheter de la matière qu'on extrait on ne sait pas où, qui la plupart des matières sont détenues par la Chine, ou soit en Afrique, en Amérique du Sud, qui vont avoir des problèmes climatiques, qui vont avoir les grèves où en fait les ouvriers au Chili ne voudront plus produire dans les mines toutes pourries, et que du coup, je ne peux pas avoir mes cadeaux à Noël pour mes enfants, ça va être phénoménal en fait. Donc ce n'est plus possible de faire comme ça, et il faut avoir cette prise de conscience très haut dans l'entreprise pour dégager un champ d'innovation qui est phénoménal, parce que quand on jette 93%, ça veut dire que chaque fois qu'on regarde un produit, on peut trouver un business model circulaire aujourd'hui. Chaque fois qu'on aide une entreprise, la promesse, c'est dans 3 ou 6 mois, on identifie un business model où il y a déjà 1 ou 2 de tes clients qui veulent tester quelque chose. Donc le potentiel d'innovation, il est dingue. Comparé au digital, on en vient à je vais mettre mon pied sous ma porte qui va me reconnaître dans ma voiture, va s'ouvrir toute seule. Donc on arrive à des pouillèmes de trucs ou la machine à café où je peux la télécommander avec mon téléphone, c'est véridique. Et pour que ça me verse mon café, mais il faut quand même que je me lève pour mettre ma tasse, que je revienne dans ma chaise pour la commander, pour revenir prendre ma tasse et suffisamment vite pour qu'elle soit pas trop froide. On en vient à du délire total sur l'innovation digitale ou sur la deep tech où on se dit qu'en 2000, je sais pas, moi j'adorais avoir un petit puits carbone sur mon dos et faire du vélo, et je serais hyper content. Mais ça, le jour où ce sera là, c'est quand? C'est combien de milliards d'euros d'investissement? Et à côté de ça, on a des modèles où le changement de paradigme, c'est de se dire, sans parler de low-tech, parce que c'est très compliqué de parler de low-tech, mais il faut désinnover technologiquement. Plus on met du digital, plus on ferme les produits, plus on les colle, plus c'est impossible de l'ouvrir, moins on peut le réparer, ou s'il faut le réparer, on ne sait pas où. Donc il y a une forme de désinnovation technologique, mais qui est aussi une forme d'innovation pour se dire comment on rend les produits ouverts avec une nomenclature et que je puisse démonter facilement. Et en fait, on n'est pas sur une course de toujours plus IoT, toujours plus de ah tiens, j'ai encore 12 fonctionnalités sur ma machine à café, alors qu'on n'en utilise que 1 ou 2. Et donc il faut apprendre à accepter que c'est sexy de désinnover. Et de se dire, mon truc est irréparable, il peut durer 30 ans, waouh! Et c'est pas un truc, ah ouais, d'accord, en fait, tu as enlevé de l'IoT. Non, il faut réussir aussi dans l'innovation et à rendre ça désirable du point de vue des consommateurs, rendre ça désirable du point de vue des investisseurs qui vont mettre dans une boîte. Aujourd'hui, on vient pitcher une boîte qui fait de la réparation, elle ne va pas lever des millions. On dit, ouais, je fais une butte de puits carbone avec de l'IoT, elle va lever des millions. Donc culturellement, il y a un truc aussi assez puissant à transformer.
pour arriver à développer ces solutions-là. Et ce qui est génial dans ces solutions-là, c'est qu'on sait réparer. Quand on sait fabriquer, on sait réparer. Donc on sait faire. Donc l'horizon d'effectuation, on pourrait passer de 7%, et je suis provoque, à 40 ou 50% d'économie circulaire en France dans les 3 ou 5 ans, parce que techniquement, ce n'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est les chaînes de valeur, c'est la culture, c'est l'investissement, c'est ce qu'il y a autour. Et ça, c'est à notre main, en fait. C'est juste des choix qu'on fait. Ce n'est pas une limite technologique, quoi. Et le troisième paradigme que pour moi il faut changer, c'est dans les entreprises, une fois qu'on a compris ça, qu'on s'est mis un objectif qui n'est pas de se dire tiens, je vais mettre de l'éco-packaging ou je vais faire des verres en carton, parce qu'en fait, ça, il va être quand même jeté, ce verre. Ça va quand même coûter de l'énergie, donc c'est un déchet, ça. Devant nous, on a un déchet, même s'il est en carton. Donc comment on vient créer ces business models-là? Quand on a vraiment une vision puissante de l'innovation et de ce que ça peut transformer dans l'entreprise, on peut être sur des champs de transformation de 20 ou 30 ans pour une boîte. Et c'est génial, parce que réinventer une entreprise, c'est possible. Suez, c'était une banque à l'origine. Schneider Electric, c'était un assiriste à l'origine. Donc c'est possible sur une échelle de 100 ans, parce que l'enjeu, c'est les plus 4 degrés en 2100. Et ben en 2100, potentiellement, Michelin ne fera pas les pneus. Voilà, il y a Saint-Gobain qui est dans la place. Je ne sais pas ce que vous ferez Saint-Gobain en 2100, mais il faudra que ce soit compatible avec les limites planétaires pour le bien-être des gens. Et voilà. Et donc en fait, pour réussir à faire ça, on a dans l'industrie, innover en mode agile, en mode Elon Musk, c'est pas parce qu'Elon Musk il est fort, hein. Il fait un avion une fusée dans son garage et il disrupte l'aérospatiale. Donc c'est possible en fait de faire des trucs de dingue en termes d'innovation, même si en termes pour la planète c'est pas génial. Il va trouver du cuivre sur Mars peut-être. Ben c'est ça. Donc comment on met cette agilité d'innovation dans une entreprise? Moi je dis en fait la plupart des gens qui prennent les sujets circulaires aujourd'hui alors là non parce que vous avez construit ça depuis longtemps, mais la plupart des boîtes quand ça commence c'est un sujet de vampire. C'est des gens qui font ça la nuit. Ils sont passionnés, ils font ça la nuit. Comment on dégage un budget? Je termine juste là-dessus, mais comment on dégage un budget et on dégage vraiment un enjeu de se dire on va générer X% de la R&D, on ne va pas attendre que ce soit rentable la première année, mais on va faire un vrai champ puissant d'innovation là-dessus. Et on va être agile, on va décloisonner l'organisation et on va aller vite là-dessus. Et ça, c'est un énorme frein aux entreprises aujourd'hui. Alors je vais me tourner vers l'exemple d'une entreprise qui vient de se lancer, comme on l'a dit, vers ces nouveaux modèles. Alors, je ne sais pas si vous êtes un vampire, un précurseur, mais en tout cas, un retour d'expérience. Un retour d'expérience. En tout cas, c'est vrai, on doit vraiment... Sur les challenges, est-ce que c'est bien, ce qui a été évoqué? Alors, les challenges, évidemment, il y en a qui sont communs avec tout ce qui a été dit. Rendre l'économie circulaire désirable pour le client, travailler sur les produits, etc., évidemment. Mais on en a bien d'autres en tant que distributeur. Et effectivement, ça nous replace vraiment en mode test and learn, parce que finalement, ces métiers, ce sont de nouveaux métiers pour nous. Et donc, on apprend beaucoup. Et des challenges, on en découvre quasiment tous les jours. Si je devais en citer 3, le premier, c'est un challenge vraiment de transformation d'entreprise. Voilà, nous, on est une boîte de retail, on est habitué à vendre des produits neufs. Et donc, il faut construire autre chose à côté. Si vous prenez, par exemple, le métier du conseiller de vente, aujourd'hui, on lui demande d'apprendre une gamme de produits et puis de faire de la dérive de vente, de vendre des produits neufs. Demain, sans doute qu'il devrait être capable de racheter un produit à un client final. Donc, son client d'aujourd'hui devient son fournisseur de demain. On va devoir lui demander de vendre l'usage plus que le produit. On va devoir lui demander, pourquoi pas à d'autres personnes en magasin de savoir faire des diagnostics un peu tout le temps. Enfin, le diagnostic qui va être central dans l'économie circulaire. Un diagnostic quand le produit va revenir, quand on va le racheter à un client final dans la seconde vie. Un produit quand il va revenir de location, il va devoir être diagnostiqué, etc. Donc il y a des nouvelles compétences qu'on va devoir acquérir dans l'entreprise. Et puis on doit bien sûr emmener tout l'écosystème. Donc vraiment c'est un sacré challenge, ce challenge de transformation. Pour citer, on avance en mode test and learn. Par exemple, chez Leroy Merlin France, tous ces modèles circulaires ont trouvé leur place dans le magasin de Blois, qui est un magasin pilote. Et là, ça nous apprend énormément de choses. Donc à Blois, vous pouvez vous faire racheter votre perceuse ou votre tondeuse d'occasion. On a développé des parcours sur la
réparation, on a également développé des services de location. Bien sûr, la location d'outils de courte durée. J'ai besoin d'une tronçonneuse ou quoi que ce soit, je peux la louer à Blois. Et je peux aussi m'abonner à un service d'outils tech et venir emprunter les outils dont j'ai besoin pour nos chantiers. Ce qui est intéressant à Blois, c'est déjà de voir que quand on donne le sens, quand on donne la sensibilisation aux équipes, ils sont hyper partants. Donc ça, c'est une première victoire. Et puis, on se rend compte de ce que ça change dans la vente de produits neufs. Aujourd'hui, les conseillers de vente à Blois, ils vont être beaucoup plus sensibles à vendre des produits réparables et des produits durables. C'était quasiment absent de leur... Enfin, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, c'était beaucoup moins présent avant qu'on mette en place ces business circulaires à Blois. Donc ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge, il réside finalement dans la taille et dans la diversité de notre groupe. Donc on a des enseignes, des GSB, on a des enseignes de proximité, on a des enseignes qui s'adressent aux professionnels, des enseignes qui s'adressent aux particuliers, et donc avec des réalités très différentes. Et on a aussi une grande diversité de produits qu'on vend à nos clients. Donc finalement, monter des business models circulaires, c'est pas juste monter le service de la location, c'est monter le service de location qui s'adresse aux professionnels avec les produits dont ils ont besoin. Et donc c'est différent entre chaque enseigne, chaque catégorie de produits. Et donc là, je vous le disais, on est en mode test and learn, et ce qui est très intéressant, c'est que chaque enseigne, chaque pays se saisit de ce sujet-là avec sa propre réalité, et donc ça donne des choses très complémentaires. On a donc par exemple en Bricoman Pologne qui a monté un atelier de réparation d'outillage électroportatif à destination de ses clients professionnels. On a Leroy Merlin Italie qui monte un service de location de produits qu'on vend d'habitude, donc nos produits de marque propre. On a beaucoup de choses qui émergent. On a Leroy Merlin France qui travaille sur le rachat de produits d'occasion online et en magasin. Donc voilà, toutes ces initiatives finalement, elles nous permettent de compléter au fur et à mesure le puzzle de ce qu'on doit adresser. Et puis cette diversité, nous, notre rôle au niveau du groupe, c'est d'adresser des problématiques communes, des problématiques globales qui vont être communes entre toutes les enseignes du groupe. Et on a un gros enjeu au niveau de notre transformation digitale. Parce que opérer des business circulaires, c'est un peu plus compliqué que de vendre un produit neuf. Bon, je vends un produit neuf, c'est facile, je le référence. J'ai à peu près 12 000 produits qui portent la même référence, ça passe en caisse et puis basta. Là, on a des nouvelles problématiques. Faut racheter aux clients. Donc notre catalogue produit ne suffit plus. Il faut qu'on ait un catalogue qui reprend tous les produits du marché. Il faut que notre produit, la perceuse que Christian va me revendre va pas être la même que celle que Grégory va me revendre. Christian, qui a fait un petit peu plus de rayures pendant ses travaux, le client final doit en être informé, on doit être transparent. Ça fait partie aussi de la désirabilité de l'offre, et c'est ça qui va faire que les clients vont accepter d'acheter des produits d'occasion, savoir exactement ce qu'ils achètent. Donc des enjeux de traçabilité. De façon plus globale, c'est tous nos produits digitaux qu'il va falloir revoir, adapter en vue d'être capable d'adresser l'économie circulaire. Merci Nathalie. Juste 2 mots sur l'économie de fonctionnalité. Vous l'avez testé, d'être dans ces nouveaux modèles. Quel challenge juste sur cet aspect-là vous avez pas beaucoup évoqué, c'est sur l'EFC, qu'on appelle l'économie de fonctionnalité et de coopération. Est-ce qu'il y a des solutions d'avenir? Il y a quelques conseils, vu votre expertise? Je pense que je vais aller dans le sens de ce que vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui doit être revisité de bout en bout. C'est souvent comme en fait imaginez une chaîne ou un collier, et en fait on peut faire des choses très très bien à certains endroits et pas à d'autres, et auquel cas il n'y a plus de collier, il n'y a plus de chaîne. Et faire en sorte que chaque maillon de la chaîne fonctionne bien est hyper difficile, je pense que c'est ce que vous disiez. Donc, il faut s'atteler vraiment à faire du test and learn, ça beaucoup, risqué, mais petit, en fait. On est dans des choses qu'on n'a jamais faites, effectivement. Une anecdote, au départ, sur Réparseb, on avait trouvé les personnes qu'on voulait en fait accompagner et former.
on a mis presque plus de temps à faire en sorte de trouver les produits, de faire en sorte que dans nos systèmes informatiques, on puisse les reconnaître, parce que c'est exactement ce que vous disiez, des produits neufs, il n'y a pas de problème. Mais des produits qui reviennent de différents endroits, qui ont différents états, le système informatique, il ne savait pas gérer. Et du coup, on a mis un certain temps. Donc voilà, vous aviez des gens qui étaient prêts, qui attendaient, et nous, on galérait avec les produits. C'est une histoire de flux, en fait, au final. Et c'est la même chose en sortie, les flux en sortie. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça va avancer. Je ne peux pas dire autre chose que je suis 300% d'accord avec tout ce qui a été dit. Qu'en même temps, je pense, un grand groupe comme le groupe SEB, qui est là depuis 165 ans, qui a cru et qui a enlevé ses rivets pour remettre des vis dès 2005, c'est vrai, c'est la réalité. Comme vous dites, ce n'était pas évident. Doit montrer l'exemple aussi et doit continuer en fait à être tenir la main, essayer des choses, faire en sorte que même si ça ne marche pas, on recommence. Il n'y a pas d'autre façon. Merci Juliette. Juste pour réagir. Je sens que Christian est prêt. Oui, sur la traçabilité, c'est évidemment hyper important. Et sur l'économie de fonctionnalité. Vous amortissez des composants sur des durées plus longues parce que moi, le modèle de vente, pour nous, il n'est pas envisageable, il ne sera pas envisagé, on ne vendra pas. Donc, on n'a pas ce problème de transformation puisque on est natif EFC et natif industrie circulaire et natif éco-conception puisque c'est le modèle. Mais là, en revanche, on a bien ces challenges de traçabilité. Nous, on a trouvé une boîte formidable qui s'appelle GS1, qui propose des solutions partagées au niveau international sur justement comment marquer les composants en question. Et puis, on a découvert une boîte française qui s'appelle Logion. Alors, ça n'a rien à voir avec nous. On ne l'a pas créé. C'est un hasard total qui fait un système de traçabilité avec les huissiers de justice. En fait, c'est une blockchain avec des nœuds chez les huissiers de justice pour assurer que la traçabilité est réelle, que ce n'est pas une traçabilité construite. Donc, il y a de la sécurité, on va dire, technologique dedans. Donc, ça c'est une des solutions sur lesquelles on travaille actuellement. Mais évidemment, les challenges ne sont pas totalement résolus. Et parmi les challenges, il y en a un dont on n'a pas parlé tout à l'heure qui est très important. Vous l'avez évoqué tout au début. C'est le financement pour les précaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les scooters, il y a beaucoup de jeunes actifs qui souhaitent les utiliser et on n'a pas de moyens de financement parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas un CDI en France, vous ne pouvez pas avoir le moins de financement de quoi que ce soit. Et du coup, on a monté un collectif l'année dernière qui s'appelle Solidarmob et on est en train de le transformer en fonds de garantie. On a eu l'accord de plusieurs grandes banques et grandes sociétés françaises qui vont abonder pour ce fonds qui ne sera pas dépensé. En fait, l'argent va être gardé comme un fonds de garantie qui permettra de devenir le garant de tous ces jeunes actifs précaires qui du coup pourront avoir leur crédit parce qu'ils ont un garant pour le faire. Parce que très souvent le garant c'est les grands-parents ou les parents qui donnent un chèque, mais bon c'est compliqué pour la famille parce que il n'y a pas beaucoup de solutions. Et comme il y a 13 millions de personnes qui sont éloignées de la mobilité en France et qu'en milieu rural, compte tenu du fait que les municipalités ont perdu des budgets, on a plutôt tendance à enlever des lignes qu'en rajouter. Du coup il y a beaucoup de problèmes de mobilité pour les jeunes et il y a plein de jeunes qui ne vont pas travailler ou qui ne vont pas en formation parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Donc Solidarmob va pouvoir cette année commencer à répondre à un certain nombre de problématiques de mobilité décarbonée. Et en plus, ça va être financé par la loi LOM, puisqu'il y a des budgets pour les entreprises de 50 € par mois. Donc, comme on est à 59 € hors taxe par mois, il n'y aura pas grand-chose à payer pour la personne qui aura eu son crédit. Voilà. Encore bravo. Je sais que le temps tourne. J'aime bien proposer ce qui ne se fait pas dans ces conférences, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais une ou deux questions. Je vois déjà... Madame avait l'air très motivée, deuxièmement. Donc, si on peut passer... On va essayer de... alors, question très courte. J'ai 3 minutes. Oui, ça va être très court. En fait, ça rebondit un petit peu sur quelque chose que vous aviez dit, Nathalie, sur les critères par rapport à vos fournisseurs, parce que vous êtes effectivement distributeur. Et aussi quelque chose que vous disiez, Grégory, sur les fonctionnalités inutiles. Donc, est-ce qu'il y a quelque part dans les critères, et peut-être aussi pour Seb, ça peut se poser la question de l'utilité. Parce qu'on peut faire de l'économie circulaire sur des produits qui, on peut le dire, en fait, toutes ces dernières décennies, on a inventé des choses dont on n'avait pas nécessairement besoin. Voilà, donc est-ce que... Voilà. On va en prendre une deuxième et vous répondrez... Oui, je représente le cercle des experts comptables
de l'écologie. Et nous allons engager avec Mobion un travail sur la comptabilité. Et est-ce qu'il pourrait nous en dire un mot? C'est déjà fait, je pense. Mais... Non, c'est la triple comptabilité. C'est le système CARE qui permet de comptabiliser ce qui n'est pas comptabilisé dans la comptabilité aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on appelle externalité positive et externalité négative. Juste sachez que Auré a fait avec le C3D et l'ORS un guide. C'est sûr, comme tous les guides dont je vous ai parlé sur les valeurs, je vois Henri qui a participé, qui compare 5 méthodes de comptabilité extra-financière. Il y a CARE, il y a la compta universelle, il y en a d'autres. Donc allez si le sujet vous intéresse. Et j'espère que le cercle a accès à ce document. Sinon, Christian, on s'en parle. Et Francine évoquait en fait un groupe de dauphines qui bosse sur ces sujets-là. Voilà, avec grand plaisir pour déjà passer des informations. Sur l'utilité, qui veut répondre? Moi, je pense que c'est encore un peu assez novateur. Ça dépend vraiment de la culture de conception des produits. Par contre, c'est un vrai enjeu parce que ça demande de designer avec les utilisateurs. Alors que dans l'industrie, quand on est dans le B2C, on a cette culture-là. Quand on est dans le B2B, on est très techno-push parce que l'ingénieur, il a une super idée, on est sûr que ça va fonctionner. Et on passe souvent dans des boîtes, on dit « je comprends pas, on a mis plein de trucs, le client ne l'utilise pas ». Et donc, comment innover en partant de l'utilisateur et pas en partant de la bonne idée de l'ingénieur. Et deux, je pense que l'enjeu, c'est de relaisser à la frugalité. Comment montrer qu'en étant plus utile, on va économiser de l'eau, on va être moins dépendant de matières premières où on peut être vulnérable, et donc, etc. Et donc, c'est aussi de repenser dans les critères de développement de produits cette notion-là. Mais quand on parle de frugalité, on revient au sujet culturel. La sobriété, la frugalité, c'est pas mal. Au contraire, ça génère de la création de valeur pour l'entreprise. Et il faut arriver à créer ces langages-là dans les entreprises. Donc là, on travaille avec Michelin là-dessus. Comment créer un langage autour de la sobriété, de la décroissance qui ne fasse pas fuir tout le monde quand on en parle, parce que tout le monde est convaincu, mais on ne trouve pas le bon langage pour pouvoir l'activer au sein de l'organisation dans les espaces concrets de création. Merci. On va conclure, à moins que... Non, c'est bon? Je voulais répondre un petit peu à cette question de produits et d'utilité de produits. Alors, ce n'est pas dans notre outil Home Index qu'on va forcément retrouver cette réponse-là, mais dans le même temps, on engage nos chefs de produits dans des démarches d'éco-conception où on repart vraiment de l'usage du produit. Et il y a des catégories de produits, vous voyez, on a conscience qu'il faudra peut-être les arrêter. Et on est prêt à faire ces choix-là. Ça ne va pas être facile, ça va être long. Je peux donner un exemple, les parasols chauffants extérieurs. On a décidé d'arrêter la commercialisation au niveau du groupe, en tout cas de ces produits. Merci pour l'exemple qui est très concret. Donc, je vais juste vous donner quelques informations un peu plus nationales. Les nouveaux modèles économiques n'étaient pas du tout dans les politiques économie circulaire nationale pendant longtemps, puisqu'on avait une vision de l'économie circulaire très aval, très recyclage, très gestion des déchets. Ça bouge un peu. Donc, au Conseil national de l'économie circulaire, déjà, on a un groupe de travail nouveaux modèles économiques qui a commencé sur la réparation et sur le remploi, parce qu'on a un gros problème d'accès au gisement entre les acteurs de l'ESS, le secteur marchand. Donc, c'est bien joli de mettre en place des modèles, mais s'il n'y a pas de gisement, voilà, c'est un peu compliqué. Deuxièmement, le Conseil national de la consommation va lancer un groupe de travail le 28 septembre spécifique à l'économie de fonctionnalité et de coopération, ce qui est quand même là aussi très intéressant, en lien avec le CNEC. Il faut savoir que dans la feuille de route du secrétariat général à la planification écologique, on retrouve bien une fiche éco-conception, une fiche écologie industrielle et une fiche économie de fonctionnalité. Donc, on est content que tous ensemble, on ait réussi à faire pousser ces sujets et que ça y est, ils sortent, parce que ça n'a pas été évident. Et puis, nous, on les aime bien pour trois choses. Sur l'économie de fonctionnalité, ça permet de sortir de la logique de croissance en agissant sur le domaine environnemental, les impacts sociétaux et sociaux. Ça permet de développer les services aux usagers, mais en s'appuyant sur aussi les ressources immatérielles qui vont être la connaissance, la compétence, la santé, la mobilité et pas que la création de richesses. Et la confiance. La confiance, exactement. Et on finit par créer évidemment la coopération avec des dynamiques territoriales. Et le mot territoire, chez nous, c'est important. Et vous, d'ailleurs, vous venez tous de territoires.
Bravo parce que vous êtes inspirant. Continuez et j'espère que dans la salle, vous pourrez, vous à votre échelle, mettre en œuvre ces modèles.